Le ciel était gris de nuages, il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour à tous, merci. Je me présente, je suis Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République des Pyrénées et de l'Éclair. Et je suis ravi, alors j'ai dit ce matin avec Gaspard Koenig, mais je le suis aussi cet après-midi, de vous présenter et d'annoncer Lucas Pacotte et Clotilde Chamussi, les auteurs de La Grande Histoire du Climat. Vous pouvez venir. Alors, je dis que je suis ravi parce que, d'abord, je ne vous connaissais pas, désolé. J'ai découvert votre livre qui est d'une ambition un peu folle, 3 millions d'années de climat à raconter et à expliquer, et ils y parviennent parfaitement. Je voudrais d'abord vous présenter Clotilde Chamussi, vous êtes archéologue de formation, vidéaste et vulgarisatrice, vous dites ça, vous nous direz ce que ça veut dire. Bon, on voit à peu près, mais... Et Lucas Pacotte, vous êtes professeur d'histoire et archéologue, vous avez lancé... Clotilde, la chaîne Passé Sauvage sur YouTube, qui affiche, c'est pas rien, 160 000 abonnés. Oui. C'est ça, ouais, et beaucoup plus à la fin de cette conférence. Ouais. Et vous, donc, vous écrivez, vous faites des vidéos, mais aussi vous écrivez des livres, hein, des ouvrages, dont celui-ci, pour lequel vous êtes venu nous parler. Est-ce que j'ai d'abord une première question. Est-ce que c'est compliqué de passer du média vidéo à l'écrit? Est-ce que vous êtes nombreux à faire ça? Pas énormément, je crois. Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est même c'est assez complémentaire. Alors, et c'est peut-être nouveau. Avant, on pouvait commencer à écrire des livres et puis passer à une carrière, par exemple à la télé. Voilà, ça se faisait dans ce sens-là. Aujourd'hui, des gens de notre génération qui tentent l'aventure sur les réseaux sociaux, YouTube, se voient être contactés par des maisons d'édition parce que ces maisons d'édition considèrent qu'il y a un travail d'écriture dans les vidéos. Et c'est vrai que les vidéos qui sont sur la chaîne sont des vidéos très écrites, voilà, où le texte prime sur la forme, encore que le montage qu'on peut faire, les documentaires, c'est aussi de l'écriture, c'est une grammaire. Donc finalement, c'est très complémentaire et on ne peut pas faire un documentaire sans un script très maîtrisé. Lucas Pacotte, vous êtes l'homme de l'écrit dans le duo, non? Oui, en ce qui concerne les vidéos plus particulièrement, mais ce livre, il est constitué de plusieurs parties qui sont en fait pas si différentes de ce qu'on peut faire quand on réalise un documentaire qui fait 25-30 minutes en termes de nombre de sources dans la bibliographie, en termes de temps passé pour écrire, c'est assez comparable. Donc je pense qu'il y a une logique effectivement de passer à des propos, alors avec une diffusion audiovisuelle, mais des propos très sourcés de vulgarisation à un format livre. Et puis c'est aussi complémentaire dans le sens où il y a des personnes qui n'iront pas voir des vidéos de vulgarisation et d'autres qui n'iront pas acheter de livres. Donc finalement, avoir ce discours proposé dans des médias différents, c'est aussi intéressant. Alors vous êtes, votre chaîne, vous êtes vulgarisateur, c'est-à-dire que vous expliquez notamment comment travaillent les archéologues. C'est ça la thématique de votre chaîne YouTube. Oui, c'est notre formation initiale. On est archéologue au départ, et puis on a décidé de montrer au public comment se déroulent réellement des fouilles. C'est quoi être archéologue? Parce que c'est un métier qui véhicule beaucoup de fantasmes
qui viennent beaucoup du cinéma, Indiana Jones, ce genre de choses. Mais quand on est archéologue, Indiana Jones, c'est très très lointain. Hein. Vous n'avez pas de chapeau, vous êtes venu ça. Ouais, et ça ressemble plus à du BTP ou du jardinage intensif. Mais voilà. Donc on avait envie d'amener un peu plus de réel et de naturel à ce métier qui est un métier génial, qui est touche à tout, qui demande plusieurs compétences. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en partie. Alors, on va parler de votre livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le climat ? Vous faites un avant-propos, très bien écrit d'ailleurs, je trouve, où vous racontez un été 2022, cet été de feu. Il n'a pas plu du 23 juin au 23 août. Les étangs se sont asséchés, les charolaises ont beuglé le soir, les guêpes ont piqué de soif. Est-ce que c'est ça, cet été-là, qui vous a dit il faut qu'on parle du climat ? Oui, alors c'est vrai que c'est un avant-propos un peu plus, assez sensible par rapport au reste du texte. Et on avait envie de le mettre dans ce livre pour que justement on puisse toucher le lecteur en leur disant on a beau transmettre de la science, des données, des chiffres, il y a derrière tout ça des conséquences sur le concret, sur le quotidien, et ces conséquences, elles sont sur le ressenti. Et donc, oui, cet été-là en particulier a été une motivation supplémentaire, on dira. Ensuite, quand on est archéologue, la question du climat est toujours dans notre tête, parce que comme on essaie de comprendre comment nos ancêtres vivaient, on a l'obligation de s'intéresser à leur environnement, à leur climat. Quand on pense à des sociétés il y a 20 000 ans, on va peut-être en parler après, on est en plein maximum glaciaire. La Terre ne ressemble pas exactement, le paysage n'est pas exactement le même. Donc on est obligé de s'intéresser à ce sujet. Lucas Pacotte, il y a toujours en arrière-fond de climat, fatalement. Absolument, et puis ce qu'on dit aussi dans l'introduction du livre, c'est que, vous l'avez rappelé rapidement, mais être archéologue, c'est être obligé de touche à tout finalement. Donc le climat, tout comme la géologie, tout comme l'organisation des sociétés, ça c'est des choses qu'on est obligé de peut-être pas maîtriser à fond, parce que chacun a après sa spécialité, mais au moins de prendre en compte. Et donc nous, on avait cette attention déjà à ces problématiques du fait de notre formation. Et puis comme l'a dit Clotilde, il y a cet événement déclencheur qui est un été où on sent absolument une urgence. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a pu discuter dans d'autres salons, dans d'autres rencontres avec notamment des poètes, avec des romanciers, pour qui l'été 2022 aussi a été une forme de déclencheur et prise de conscience. Il y a des moments qui font sens de ce point de vue-là. Il faut le sentir dans sa chair parfois pour... Nous, l'objectif, c'est du coup de s'en emparer par la science et par le raisonnement, par la compréhension, pour en être acteur et pour comprendre vraiment ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et d'autres font ça par la littérature, mais voilà, nous, c'est un livre d'histoire. Alors justement, votre livre, c'est 3 millions d'années du climat. Comment le climat a pu changer la vie des hommes, comment les hommes se sont adaptés. Mais d'entrée, vous avez un avant-propos important, et on le redira. Ok, les hommes ont su s'adapter à différents climats, des climats assez violents, froids. On sait que l'homme peut vivre à la fois dans le désert et dans la glace, mais cette fois-ci, c'est très différent. Et ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans ce que vous écrivez. Est-ce qu'on peut donner, par exemple, un exemple d'un changement climatique qui a véritablement bouleversé, sinon les hominidés ou l'espèce humaine? Prenons l'exemple de Lucie, la découverte de Lucie. Vous expliquez très bien qu'au début naît la théorie List-Sai-Sauri qui avait mise en avant Yves Coppens. Et puis arrive Toumaï, qui est antérieure. Et à partir de là, on se rend compte que cette théorie qu'il va falloir nous expliquer, en fait, est bancale, redevient bancale.
Alors, c'est intéressant parce que c'était dimanche le 50e anniversaire de la découverte. D'ailleurs, on a eu l'occasion, nous, d'écouter les paléoanthropologues du Collège de France. Jean-Jacques Hublin. Jean-Jacques Hublin qui en parlait à Versailles. Hyper complémentaire. On voit la complémentarité. Je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe, mais... Et donc oui, pour rappeler, donc la découverte il y a 50 ans d'un fossile d'Australopithèque baptisé Lucie en référence aux Beatles, ça c'est un exemple parfait de vulgarisation puisque tout le monde l'a en tête. On ne sait pas forcément de quand ça date ni exactement ce que ça représente, mais Coppens a réussi quelque chose là en nommant cette découverte et en la traduisant pour le grand public. Sa théorie à lui, effectivement, qui depuis a été abandonnée, mais c'est la science en train de se faire, c'est que donc l'East Side Story, en référence à West Side Story, ce serait que l'Afrique de l'Est aurait connu une grande aridification depuis 3,5 millions d'années, avec plusieurs phénomènes en parallèle, l'ouverture de la vallée du Rift, cette grande vallée de l'Afrique des Grands Lacs jusqu'à l'Éthiopie, et en même temps un refroidissement de l'océan Indien qui aurait conduit la végétation de l'Afrique de l'Est à devenir de plus en plus aride, des savanes au lieu de la forêt tropicale. Et Coppens imaginait que la bipédie, en particulier, serait née dans ce paysage de savane, les hominidés n'ayant plus de frondaison au-dessus d'eux, ne pouvant plus passer de branche en branche dans la canopée, se seraient mis à marcher. Et en fait, on s'est rendu compte, avec une découverte plus récente, vous l'avez évoqué, Toumaï en 2001, que Toumaï qui a été trouvé au Sahel, au Tchad, donc bien plus à l'ouest du Rift, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des marqueurs de bipédie dans ces fossiles et que vraisemblablement la rédification de l'Afrique de l'Est n'avait pas grand-chose à voir là-dedans, ou en tout cas n'était pas un facteur peut-être prédominant. Et aujourd'hui, on considère plutôt, et on en parle dans le livre, dans ce chapitre-là, que c'est peut-être moins la rédification que les périodes humides de l'Afrique, paradoxalement, qui sont des moteurs pour l'évolution humaine, et notamment pour l'expansion de l'espèce humaine ou des anciens hominidés sur le continent africain. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on met les choses sur la table. Voilà comment le climat a varié, voilà ce qu'on pensait il y a 50 ans, voilà ce qu'on pense aujourd'hui, voilà les pistes pour demain. Mais ce cas d'incertitude, il faut bien comprendre c'est dû aux données qui sont quand même assez fragmentaires pour ces périodes très anciennes. Quand on déroule des changements climatiques plus récents, que ce soit de la préhistoire récente au néolithique, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au Petit Âge glaciaire, etc., là on a beaucoup plus de données et l'incertitude elle est bien plus réduite. Oui, et ça se sent d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous êtes très prudent sur les centaines de milliers d'années, mais on voit très bien ensuite que vous êtes beaucoup plus affirmatif parce que vous avez plus de sources. Très impressionnant aussi à dire, c'est votre bibliographie, c'est-à-dire que vous êtes nourri d'énormément de travaux scientifiques. Vous parliez de la préhistoire, on va parler du dernier maximum glaciaire, c'est Lascaux, époque Lascaux, 19 à 23 000 années, c'est ça. Le temps se refroidit, c'est une vague glaciaire, parce qu'il y a des périodes, on sait qu'il y a des périodes plus ou moins chaudes, en fait, au fil des temps. Et là, il y a c'est un vrai bouleversement sur les chasseurs-cueilleurs qui étaient à Lascaux ou ailleurs. Expliquez-nous ça. Alors, si on dressait un paysage, oui, on va parler de la Dordogne notamment, parce qu'on se rend compte qu'à cette période, il y a des zones refuges, donc notamment les chasseurs-cueilleurs solutréens vont se regrouper dans certaines zones. Et ce qui est très intéressant, on pourrait penser que des conditions climatiques extrêmes, un froid beaucoup plus prononcé, coïnciderait avec des périodes de régression au niveau technique, par exemple, alors que ce n'est pas du tout le cas. On va voir que ça va être au contraire là c'est les archéologues, c'est ce qu'on trouve sur le terrain. On va trouver une adoption très très large, par exemple, de l'aiguille à chat, parce qu'on va se mettre à coudre davantage la peau des rennes pour se faire des vêtements. Donc finalement, cette période compliquée
va être l'occasion de grandes innovations. Il y aurait quelque chose d'encore plus technique, c'est le traitement thermique du silex. Alors là, je n'ai plus exactement le système en tête, mais c'est intéressant de l'avoir. Voilà, il y a d'autres innovations qui sont adoptées et dans un cadre de chute démographique en parallèle aussi. C'est ça qui est intéressant qu'on met en regard. La population européenne vraisemblablement s'effondre un petit peu. Alors, on explique aussi pourquoi c'est assez difficile à estimer. Il y a des travaux d'archéologues qui sont parfois du simple au double, au triple pour les estimations de chiffres. Mais dans ce contexte-là, effectivement, des populations qui se regroupent dans des régions refuges, qui vont être aussi peut-être plus mobiles, qui vont plus s'échanger les unes avec les autres. Clotilde a parlé de l'aiguille à chat, on peut parler du propulseur, qui est une arme de jet qui consiste à prolonger le bras humain avec un manche artificiel pour lancer une sagaie. On peut penser au traitement thermique du silex. Les archéologues ont eu énormément de mal à refaire cette technique. On ne comprenait pas comment ils y arrivaient. En fait, ça consiste à mettre des blocs de silex ou parfois des outils qui sont pré-taillés dans du sable, faire chauffer, faire un feu par-dessus. Et si on arrive à chauffer le silex entre 200 et 300 degrés, à le faire refroidir très doucement pour qu'il n'éclate pas avec l'humidité, c'est assez technique. Donc les archéologues ont refait ça, eux, avec des fours industriels qui contrôlent au degré près, alors que, on imagine qu'il y a 23 000 ans, ce n'était pas le cas. Eh bien, on obtient une matière première qui est beaucoup plus agréable à tailler, qui devient plus tranchante, qui résiste mieux, qui réagit mieux aux impacts aussi, qui va mieux diffuser les ondes de choc. Enfin voilà, on a comme ça beaucoup d'indices qui nous montrent que ces périodes qui vont être des vrais défis pour les sociétés, elles permettent aussi d'accéder à de nouvelles ressources, de nouvelles manières d'innover pour résister et s'adapter. Notre exemple d'adaptation, vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'est au temps des Romains. Racontez-nous. Alors là, il ne s'agit pas d'un refroidissement, mais il s'agit d'un léger réchauffement. Donc, on ne l'a pas précisé, mais le maximum glaciaire dont on parlait il y a environ 20 000 ans, c'était 6, 7, 8 degrés de moins en moyenne. Oui, c'était la civilisation du renne. Voilà. Les rennes. Il y avait des rennes dans le paysage, des renards polaires, des bœufs musqués, des mammouths, absolument partout. Et si on avance beaucoup dans le temps et qu'on va à l'époque romaine, donc entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après, 200 avant, 200 après, on a une fenêtre climatique qui s'appelle l'optimum climatique romain. Donc un petit optimum, ça veut dire un léger réchauffement, un peu plus chaud, un peu plus humide, et qui est tout à fait naturel, et qui était lié à un cycle d'activité du soleil. Voilà. Donc le soleil était un petit peu plus actif à cette période, ce qu'on retrouve avec des isotopes du beryllium dans les glaces de l'Antarctique. On explique tout ça, mais je ne vais pas le développer maintenant. Et on se rend compte que l'apogée de l'Empire romain, qui se prend place à peu près dans cette fourchette chronologique, coïncide parfaitement avec cet optimum climatique. Donc on a une civilisation là, qui va bénéficier du climat. On parle d'enfants gâtés du climat pour les Romains. Plus de chaleur, plus d'humidité. Les exemples qui sont assez connus, c'est que quand les armées de l'empereur Claude arrivent en Bretagne, donc en Grande-Bretagne pour nous, ils y implantent la vigne assez rapidement, qu'on voit des aqueducs en Turquie là où il n'y a plus de sources, qu'on voit des oliviers à 1500 mètres d'altitude là où ils ne poussent plus aujourd'hui. Donc on a beaucoup d'indices archéologiques, historiques aussi. Il y a des géographes de l'Antiquité qui relèvent le nombre de jours de pluie par an, à Alexandrie, en Égypte. Et on regarde les relevés qu'ils font, on se rend compte qu'il pleuvait 3 fois plus en Égypte au 1er siècle après Jésus-Christ. Et là, on a une adaptation vers le mieux, en fait, une civilisation qui est capable de tirer profit de ce climat, de mettre en culture des terres bien plus qu'auparavant, d'utiliser la ressource en eau aussi, d'aller utiliser les lacs, les aqueducs, les sources, et tirer profit du climat. Voilà. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Vous parlez d'un réchauffement, disons, qui a l'air bénéfique pour une civilisation. On sait qu'on vit dans un réchauffement climatique, vous le rappelez largement dans le livre. Ça date même de 1850, j'ai appris. C'est-à-dire que dès 1850, certains remarquent que les glaciers reculent dans les Alpes. Oui, il y a ça, et puis il y a surtout les mesures qu'on est capable de faire sur le taux de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on connaît le taux du CO2 dans l'atmosphère sur les 800 000 dernières années,
grâce aux carottes de glace. C'est un programme scientifique français qui s'appelle EPICA. Donc c'est une chance immense d'avoir ces données-là. Et donc on se rend compte que sur 800 000 ans, le taux de CO2 a toujours varié entre deux niveaux. C'est 180, 280, pardon, je vérifie. Ouais, 180, 280 parties par million, c'est comme ça qu'on mesure le CO2, jusqu'à 1850. À partir de 1850, vous avez une montée en flèche de ce taux de CO2 qui atteint aujourd'hui 410 parties par million. On appelle ça des ppm. Les prévisions pour la fin du siècle, c'est 700. On ne sait pas ce que cela signifie concrètement. Là, ça me fait penser à l'avant-propos. C'est quoi un été avec 700 ppm pour le taux de CO2 ? C'est dystopique. Donc, c'est des données qui sont très très importantes à avoir. Certains artistes sont en train, on parlait aussi des poètes, certains artistes sont en train de s'emparer de ce chiffre-là, enfin de cette mesure-là, la partie par million de CO2. J'ai plus le nom de la photographe, mais c'est une photographe qui était à la COP, qui fait des portraits des personnes politiques invitées et qui leur marque au feutre sur la main le ppm de leur naissance. Et donc on voit bien une progression entre ceux qui sont nés dans les années 60, 70, 80, 2000. Et c'est pareil, ça c'est de la vulgarisation scientifique, c'est créer des images, créer des repères, offrir des moyens d'avoir une bonne culture scientifique de ces questions-là, parce que ça va être notre quotidien. On va devoir apprendre ces histoires du climat pour mieux appréhender le climat, le changement climatique à venir est déjà en cours. Donc voilà, c'est surtout ça. Ce que vous voulez dire, c'est que ce chiffre-là, a priori, l'humanité, que ce soit les hominidés ou Homo sapiens, n'a jamais connu un tel changement. Voilà, disons que les mesures qu'on a, alors Clotilde a parlé de 800 000 ans, il y a des pré-publications qui sont en cours, qui sont sorties après la sortie du livre, pour des carottes de glace qui remontent à plus d'1 million d'années, et même vraisemblablement un forage américain qui a de la glace qui a 6 millions d'années. Donc là, ce serait absolument colossal, puisqu'on remonte dans le début des hominidés, et donc on aurait aussi une mesure très utile. J'espère que ce sera publié bientôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, l'humanité n'a pas connu ça. Alors, on a connu des changements climatiques, mais pas de l'ordre d'un effet de serre, ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel, l'effet de serre qu'on rajoute, nous, en plus de l'effet de serre naturel. Ça, c'est absolument nouveau et inédit. Donc il y a un terme qui a été vulgarisé aussi et qu'on rappelle à la fin du livre, qui est le terme d'anthropocène. C'est un terme qui est passé dans le grand public, alors que la Commission internationale de stratigraphie, pour l'instant, rejette. C'est le comité scientifique qui décide comment s'appellent les aires géologiques. Pour l'instant, les géologues ne veulent pas accepter le terme d'anthropocène, mais anthropocène, ça veut dire l'ère géologique dans laquelle les humains, anthropos, sont devenus la force géophysique de premier plan. C'est nous désormais, c'est plus les paramètres orbitaux de la planète, c'est plus la dérive des continents, enfin ce qu'on appelle vulgairement la dérive des continents, plutôt la tectonique des plaques, c'est plus des épisodes volcaniques, c'est plus des phénomènes naturels qui guident et influencent l'orientation du climat, c'est désormais les activités humaines. Ce terme-là, il est passé dans le grand public et nous, on l'utilise à la fin pour montrer que c'est une occasion en fait de redevenir acteur, comprendre sa responsabilité dans le sens la responsabilité, c'est à la fois être coupable, mais c'est aussi agir, être en responsabilité. Et ça, il nous semblait important de rappeler ça, et ce mot-là a le mérite de le faire. Donc une anthropocène, l'anthropocène, ce serait cette ère dans laquelle totalement nouvelle, dans laquelle le CO2 d'origine humaine est désormais la principale force de changement climatique très rapide et qui surpasse tous les autres changements qui sont très lents, les cycles du Soleil, que ce soit les paramètres orbitaux, la manière dont la planète tourne autour du Soleil,
avec son inclinaison, tout ça, c'est des cycles qui sont très longs, qui peuvent prendre 20 000 ans, 100 000 ans. Là, on est dans un changement qui, depuis 150 ans, a fait prendre 1,4 degré, peut-être 1,5, là on se demande si c'est déjà 1,5 et si l'accord de Paris est déjà obsolète, et qui sera vraisemblablement à 3 ou 4 dans 70 ans. Oui. Alors, on touche au cœur du sujet. On pourrait se dire, ces archéologues nous expliquent que le climat a déjà changé et on s'est adapté. Donc en gros, nos paniques. C'est pas tout à fait ça que vous dites. On a choisi ce verbe adapter, s'adapter, parce que l'archéologie souvent, véhicule c'est pas l'archéologie d'ailleurs, c'est plutôt l'archéologie vulgarisée, véhicule des idées d'effondrement de civilisation. Donc, transmet des récits tragiques. Ça, c'est un positionnement personnel. Je ne pense pas que ce soit louable de transmettre de la peur et de l'anxiété, parce que ça paralyse. Et on ne peut pas se permettre d'être paralysé. On sait très bien que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, on explique, et d'ailleurs, les vestiges archéologiques nous le montrent, les civilisations ne s'effondrent pas totalement. Il y a toujours des humains qui restent, qui survivent, en tout cas qui s'adaptent, qui continuent à exister. Et dans des périodes de crise, oui, il y a des populations qui vont énormément souffrir et d'autres, de façon totalement injuste, vont bénéficier d'une crise. On a un chapitre exemplaire là-dessus, c'est le cas du Sahara vert. Le Sahara n'a pas toujours été un désert, il a eu une période jusqu'à 4000 ans avant. C'était faut imaginer des savanes, des prairies, des lacs, des ressources de la pêche, voilà. Ce Sahara s'est asséché. Ça a été très compliqué pour les chasseurs-cueilleurs bergers qui vivaient sur place. En revanche, ça a été une opportunité incroyable pour l'Égypte, juste à côté, parce que la rédification a calmé le Nil, qui était un fleuve très tumultueux, qui était très difficile à contrôler. Et l'Égypte pharaonique, ce qu'on apprend à l'école, n'existerait sans doute pas sans une crise climatique. Donc on se rend bien compte des injustices très locales. Donc voilà, je me souviens plus du début de la question. C'était adapter. Voilà, c'était s'adapter. Donc voilà, notre. On parlait d'angoisse. Oui, non, mais notre propos, voilà, c'est. Elle existe, on le sait. Les jeunes générations, on parle même d'angoisse climatique, etc. C'est la première étape. Mais ensuite, oui, on sort du déni, on se dit, voilà, nous avons un problème. La meilleure façon de régler un problème, c'est de faire preuve de sang-froid et d'être dans la prévision, de suivre un plan d'action. Et de comprendre dans la perspective longue aussi. Nous, c'est pour ça. Alors, on le dit aussi, c'est un livre d'histoire. Il n'a pas le pouvoir de changer et de résoudre la crise climatique à lui tout seul, hein, bien sûr, mais avoir cette perspective longue, avec des moments qui sont choisis, où on va à la fois comprendre comment le climat change, ça c'est l'introduction, après avoir des exemples précis, et comment les sociétés s'y adaptent, ça permet d'avoir une perspective de longue durée, de nous inscrire dans une histoire, dans un héritage, et d'être des acteurs en fait. C'est aussi ça, on l'a dit tout à l'heure, mais tout ce livre, évidemment qu'un livre d'histoire sur le climat, il est forcément tourné sur l'actualité. Mais à notre sens, s'emparer de cette histoire, comprendre, c'est gagner aussi un peu en pouvoir, être capable de l'expliquer. Et c'est un préalable à l'action, en réalité. Alors, vous parliez on sort de déni, on agit. Vous avez mis en exergue du livre une phrase de Philippe Descola, l'anthropologue, qui dit « Ce qui est tout à fait frappant lorsqu'on s'intéresse à ces phénomènes, on parle du changement climatique, c'est qu'en dépit des avertissements de plus en plus urgents donnés par les scientifiques et certains politiques, nous ne semblons pouvoir prendre conscience de ce risque qu'après coup. » Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Comment on sort du déni? Alors évidemment, avec des livres comme le vôtre, par exemple, avec parfois des tweets clash. J'ai vu, Clotilde Chamussy, que vous êtes capable de prendre au rebond un certain Michel Onfray, par exemple, quand il peut donner quelques signes de climato-scepticisme ou des choses comme ça. C'est important d'investir les réseaux sociaux, par exemple. De les investir, moi oui, je suis présente sur ces plateformes. Après, je ne me réveille pas le matin en me disant allez, oui, vous faites pas, oui, je vais aller voir ce que Michel Onfray a écrit. Simplement, dans une démarche citoyenne, quand je tombe par hasard sur des extraits vidéo, parce que j'ai pas la télé, je tombe sur ces extraits vidéo où il y a une malhonnêteté intellectuelle, c'est-à-dire, pour replacer ce dont on parle, début novembre, Michel Onfray, à la télé sur CNews, dit « Je ne nie pas l'impact humain sur le changement climatique, seulement on ne peut pas le mesurer. » Or, je viens de vous l'expliquer juste avant, on le mesure, et on le mesure sur 800 000 ans. C'est un mensonge. À la rigueur, qu'on ne sache pas, c'est tout à fait possible et normal, mais son statut de vedette télé lui demande d'avouer qu'il ne sait pas et de ne pas mentir à grande échelle. Donc en fait, quand on tombe sur ce genre de choses, simplement on rectifie. C'est pas clasher, mais on rectifie. Et le post que j'ai fait, c'est un graphique, un texte qui explique ce graphique avec des mesures. Voilà. Et c'est très important. Et le problème, c'est que c'est pas tant Michel Onfray le problème, c'est pourquoi les équipes de la chaîne et les journalistes ne rectifient pas. Ils ont accès à Internet comme nous. Donc, bon. Ouais, ils n'ont peut-être pas vos connaissances scientifiques. Je veux dire, c'est aussi ça l'intérêt de votre livre, c'est qu'il y a, comment dire, vous ne parlez pas dans le vide. Vous avez étudié énormément comment vous faites pour intégrer autant de données qui changent en plus, qui évoluent? Oui, alors c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué maintenant pour nous francophones que la science s'écrit et se publie en anglais dans des revues spécialisées qui sont chères, qui sont parfois difficiles d'accès. Il faut remonter le torrent des bibliographies pour aller de source en source et arriver à constituer ce dont on a besoin. Donc c'est un travail qui est long, mais c'est un travail qu'on fait depuis des années, et dès qu'on voit passer quelque chose, on le note, on le stocke, et c'est en pratiquant qu'on y arrive. C'est vrai que lire en anglais des articles scientifiques de paléoclimatologie, au début ça prend du temps, et au bout de 2 heures on n'en peut plus, et après on est capable de faire des journées continues, 7 jours par semaine, et d'écrire en même temps. Mais donc ça, c'est notre travail sur le documentaire aussi depuis des années. Quand on prépare une vidéo sur le peuplement de l'Amérique ou une vidéo sur n'importe quel autre sujet, on va passer plusieurs semaines à lire, à trouver, à synthétiser, à se poser des questions. Donc ça prend juste du temps, mais par contre c'est vrai que, en conséquence, la plus-value de ce livre, c'est de donner, d'apporter ces informations de manière synthétique et en français, avec la bibliographie. Voilà. Donc la bibliographie, elle est en anglais. J'avais compté, j'ai fait un pourcentage, il y a 75% de la bibliographie qui sont des références en anglais. Donc je me doute bien que pour un public francophone, c'est pas toujours simple. Mais apporter cette traduction et la vulgariser, alors c'est être sur une ligne de crête, c'est d'un côté être trop complexe, estimer que les gens ont les bases et qu'on peut y aller, alors on en perd une partie. Être simpliste, passer trop de temps à rappeler des évidences, enfoncer des portes ouvertes, c'est pas non plus rendre service au public. Donc voilà, il faut arriver à être entre les deux. Nous, c'est ce qu'on fait depuis des années, et voilà, j'espère que ça a été fait. Non, ça le fait, franchement, je conseille. En lisant votre livre, je me suis dit, le grand optimiste que je me suis dit, on va y arriver, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions techniques, on ne va pas vers la catastrophe, etc. Est-ce que c'est cet optimisme, on va dire techno-solutionniste, si je dois le définir comme ça,
vous paraît correct? Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de ce grand débat de savoir si finalement l'homme sera capable de contourner les difficultés du réchauffement climatique? Vous avez un chapitre qui est passionnant sur que va-t-il se passer, c'est-à-dire le prix à payer. Et ça, je le conseille à tout le monde de le lire. Donc, on va s'en sortir ou pas? Je pose la question. C'est vrai qu'à la fin du livre, donc le dernier chapitre qui parle de la crise actuelle, on dit qu'il y a une fenêtre de tir, mais qu'elle se réduit de plus en plus. Et on évoque surtout des solutions à grande échelle. C'est pas du tout une logique des petits gestes qui sont très bien, hein, mais qui ne sont pas du tout suffisants. Et il y a des solutions à grande échelle qui existent, notamment au niveau de l'agriculture. Si on veut moins émettre de CO2, il y a des choses assez efficaces à mettre en place. Donc, c'est pas du tout une conclusion pessimiste, en tout cas, mais c'est une conclusion qui est sérieuse, qui prend le sujet au sérieux et qui est concentrée et qui fait bien comprendre que on ne peut pas être dans un optimisme béat. Voilà, c'est plus, cette idée-là. Et sur la question des nouvelles technologies que vous évoquiez, on entend beaucoup de choses à propos de l'intelligence artificielle, à propos de la robotisation, à propos de pour gérer mieux les ressources. Mais là, on est de l'ordre des tout petits aménagements, et puis on se pose pas forcément la question de l'impact aussi des effets de ces technologies. L'enjeu, en fait, il est non seulement d'arrêter d'émettre du CO2, donc des gigatonnes, des dizaines de gigatonnes tous les ans, mais il est en plus d'en stocker dans les sols. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, au-delà de sortir tout le carbone fossile sous forme de charbon et de pétrole et de le renvoyer dans l'atmosphère, ce qu'on fait, c'est qu'on défriche des terres pour faire de l'agriculture, et qu'on déstocke le carbone qui est dans les sols en le labourant. Oui, j'ai appris ça. Voilà, donc l'INRA, l'Institut national de la recherche en agronomie, qui fait des travaux très sérieux en France depuis des décennies, pointe le fait que tous les ans, on déstocke plusieurs kilos de carbone, plusieurs tonnes de carbone à l'hectare avec nos pratiques agricoles. Donc, c'est pas pour pointer du doigt les agriculteurs, mais en fait, il y a des pistes sur le transport, sur plein de choses. Et l'avantage qu'a l'agriculture, c'est qu'elle peut non seulement arrêter d'émettre, mais elle peut aussi stocker du carbone dans les sols. Il y a des pratiques qui sont documentées, qui sont testées, qui sont scientifiquement viables et qui produisent, où on peut remettre petit à petit du carbone dans les sols et compenser déjà les émissions. Donc ça, c'est, comme l'a dit Clotilde, on n'est pas dans l'ordre des petits gestes du quotidien. Alors si on prend son vélo plutôt que sa voiture pour aller travailler et qu'on est 4 milliards à le faire, c'est beaucoup mieux. Mais on a besoin de politiques à grande échelle, d'investissements, mais que tout le monde connaît. Hein. Les rapports de la Banque mondiale depuis des années proposent expliquent bien que le climat, la lutte contre le réchauffement climatique est sous-financée partout dans le monde. Les COP, comme celle qui vient de se terminer, arrivent à des objectifs à minima qui sont très loin d'être satisfaisants, et tout le monde est bien au courant. Donc nous, on ne peut qu'appeler ça de nos voeux, effectivement. Mais on revient un peu au constat que fait souvent l'anthropologie, et notamment Philippe Descola. On peut être prêt technologiquement, matériellement, mais au niveau culturel, social, avoir encore des blocages qui sont en partie symboliques et attachés à des habitudes. Et donc forcément, l'enjeu là qui est face à nous, il va nous demander beaucoup de courage. C'est pas forcément uniquement avoir une image de souffrance pour le futur, mais c'est vraiment cette idée de responsabilité et d'avoir le courage d'accepter le récit scientifique, qui n'est pas agréable, mais qui n'est pas non plus impossible à gérer mentalement. Voilà. La phrase de Descola, votre livre, des milliers d'exemples
Je pense aux intempéries sur Valence, je pense à la neige qui disparaît de nos Pyrénées et les glaciers qui sont quasiment partis. Et malgré tout, il y a encore des gens qui nous expliquent, qui ne veulent pas voir ce changement. Est-ce que ça vous désespère pas, vous qui, dans le travail est d'étudier scientifiquement, d'expliquer scientifiquement, que finalement, par exemple, aux États-Unis, un certain président soit élu en négation totale de ce phénomène majeur et mondial? Alors si, c'est un peu désespérant et c'est surtout problématique pour le débat démocratique, enfin, le débat en général, parce que pour débattre, il faut se mettre d'accord sur les faits déjà. Puis après, on débat des conséquences, des actions à mener, mais il faut au moins qu'on se mette d'accord sur ce qui se passe devant nous. Et le problème, c'est que là, on a souvent des gens qui sont dans une forme de négation des faits. Faut rappeler, et on le dit, que le consensus scientifique sur ces questions, il est total. Il est total depuis des décennies. Alors dans les années 70, il y avait des climatologues qui disaient on n'est pas sûr. Maintenant, c'est terminé depuis longtemps. On a des milliers de satellites qui documentent ça en temps réel. On a des milliers de paléoclimatologues et climatologues qui travaillent sur ces questions, qui échangent leurs données en open source, où ils peuvent se critiquer, ils se rencontrent dans des colloques. Enfin, tout est mis sur la table et le consensus est absolument total. Donc, ce qui est désespérant, c'est, mais de manière plus générale, c'est un discours scientifique alternatif. Voilà, donc ça peut être en partie un manque de culture scientifique pour certains, ça peut être, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans des éléments de psychologie, c'est pas très intéressant. On a eu l'occasion de parler la semaine dernière avec Peter Frankopan, qui est un historien britannique qui a sorti un livre sur un sujet assez similaire, et qui lui a pu conseiller, le Premier ministre britannique est allé à Downing Street pour parler de ces questions-là. Il disait le problème de culture scientifique quand même aussi parmi certains dirigeants pour comprendre et prendre les choses à bras-le-corps. Donc oui, personnellement, ça peut nous désespérer quand on entend des choses. Nous, la seule chose qu'on peut faire à notre échelle, c'est de faire ça, c'est-à-dire de proposer un votre discours. Livre, c'est la preuve que vous ne désespérez pas, pour le coup. Non, puis il y a une majorité silencieuse dont vous faites peut-être partie, qui est tout à fait au fait de l'enjeu et qui a envie de se cultiver, d'agir, de transmettre ses connaissances. C'est vrai que les discours relativistes, quand ils ne sont pas sceptiques, ont beaucoup de place dans les médias. Donc ça aussi, on peut réfléchir aussi à qui on invite et qui on a envie d'entendre. Et on a aussi beaucoup de pouvoir à appuyer sur le bouton off. Donc moi, là, on se déplace beaucoup là, cette année. On rencontre beaucoup de gens, on discute avec eux sur ce sujet. On rencontre surtout des gens qui sont alertes, non, mais qui sont bon. Donc je pense que, et moi je le constate avec l'activité sur YouTube, je sais qu'il y a une majorité silencieuse qui est très intéressée, même très instruite. On a quand même des universités en France qui offrent des formations qui nous permettent de raisonner à un niveau excellent. Enfin, à chaque fois, on parle mal des universités en France, mais on a une chance inouïe. Nous, on est des purs produits de l'université française et on a reçu une formation gratuite, publique, géniale. Et c'est très peu félicité. Donc, je suis quand même assez rassurée par rapport à ça. Alors, vous avez une conclusion assez paradoxale, finalement. Vous expliquez dans tout le livre que le climat a influencé l'évolution des sociétés, mais à la fin, vous dites, non, mais ce n'est pas que le climat qui a influencé les sociétés. Vous dites exactement, je crois que c'est votre dernière phrase, le moteur de l'histoire est dans les choix de société. Donc ça, c'est fondamental, finalement, pour vous. Oui, et faire une histoire du climat, c'est pas faire une histoire déterministe non plus. C'est-à-dire que le climat est un élément qui s'ajoute à beaucoup de choses. Alors parfois, il y a des crises et des catastrophes qui sont des urgences qu'il faut absolument gérer. Mais comme l'a dit Clotilde, c'est pas toujours des histoires d'effondrement. Et nous, collectivement, on a quand même des forces, des leviers gigantesques à mobiliser. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que pour la première fois, on a toutes les données sous les yeux. Tout est sur la table.
On documente très bien ce qui est en train de se passer, on le comprend très bien. Alors il y a peut-être des petits phénomènes chimiques dans l'atmosphère que parfois on sous-estime ou on surestime, et la science est aussi en progrès, mais de manière générale, on comprend absolument ce qu'il est en train de se passer. On peut faire des prévisions qui sont assez précises. Il ne faut pas oublier que les plus grands supercalculateurs de la planète s'occupent du climat et font des modèles de prévision pour essayer de savoir comment s'adapter. Donc on a des choix de société à faire vis-à-vis de ça, et c'est les trajectoires, par exemple, qui sont dans les rapports du GIEC. Il y a des choix qui nous emmènent à 1,5, il y a des choix qui nous emmènent à plus 5, et le climat, il sera aussi ce qu'on en fera. Donc évidemment que si on veut avoir un optimisme mesuré, il est dans le choix et dans les opportunités qu'on a. Merci, et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est ça qui est important, et notamment en lisant votre livre. Merci beaucoup, Lucas Pacotte et Clotilde Chamussi. Merci. Merci à vous. Merci.